Bonjour. Alors, je varie un petit peu les supports. Après des audios, une petite vidéo. Alors, une vidéo pour parler des activités de repli. Alors, sur les activités de repli, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut appeler une activité de repli? Alors, quand je dis qu'est-ce qu'on peut appeler, qu'est-ce que moi j'entends? C'est-à-dire que je partage mon expérience là voilà, ça fait plus de 20 ans maintenant que j'enseigne. Et voilà, tout est contestable bien entendu dans ce que je dis, critiquable, interrogeable, et puis il y a certainement plein de choses que j'oublie moi-même, donc c'est juste à prendre comme un partage d'expérience que je fais ici. Donc pour moi, une activité de repli, c'est une activité qui est en lien avec l'hétérogénéité, c'est-à-dire c'est une activité qu'on va proposer à des élèves lorsqu'ils ont fini avant les autres. Bon, ça c'est la première chose. Après, donc c'est vraiment en lien avec la question de l'hétérogénéité. Il y a des enfants qui vont plus vite que d'autres, et donc on ne sait pas trop comment les occuper, ils peuvent chahuter. Qu'est-ce qu'on va leur faire faire à ce moment-là? Ensuite, quoi enfin, plutôt quand? Quand est-ce qu'il peut y avoir des activités de repli? Et là, je distinguerai deux temps différents. Il peut y avoir des activités de repli en situation d'évaluation et des activités de repli en situation d'entraînement. Des situations d'évaluation, normalement, il y en a peu. Pour moi, une activité de repli en situation d'évaluation, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que l'activité de repli, ça va être une activité solitaire que les enfants vont faire tout seuls. Nous, il va falloir qu'on regarde quand même ce qui se passe au niveau de l'évaluation, donc on ne pourra peut-être pas prendre de temps avec un enfant en particulier pour le faire travailler. Donc ça va être un repli un petit peu solitaire. Par contre, en situation d'entraînement, il va y avoir plusieurs modalités d'activité de repli. Qu'est-ce qu'on fait faire à un élève qui a terminé avant les autres? Donc je vais distinguer ces deux choses-là et je vais arriver maintenant sur qu'est-ce qu'on peut leur faire faire. Je pense que c'est très important quand on prépare sa classe, c'est peut-être de préparer un mode de fonctionnement d'activité de repli. Moi, dans la classe, j'ai un affichage qui explique clairement aux enfants qu'est-ce que je peux faire quand j'ai terminé avant les autres. Alors, tout d'abord, il y a bon, j'ai fait des petites photos pour que ce soit bien clair. Il y a une photo où il y a ma tête devant le tableau. La première chose que les enfants font quand ils ont terminé, c'est quelque chose que je leur demande si j'ai une demande particulière à leur faire faire. Imaginons qu'un élève a été absent, je lui dis profites-en pour rattraper ça ou pour faire ça. Donc, ou alors, en fonction de ces difficultés, je vais pouvoir leur dire tiens, on en profite, tu as fini avant, tu vas faire ça de ton côté. Donc ça, c'est une première activité de repli à la carte, où c'est moi qui vais dire ce qu'il faut faire. Ensuite, j'ai tout un système qui est un petit peu compliqué, mais pour moi, les activités de repli sont aussi en lien avec la question des corrections et du suivi des fiches que l'on donne. C'est-à-dire que moi, je ne corrige rien à la place des élèves. Donc, quand il y a des erreurs sur des cahiers, eh bien, c'est les enfants qui doivent corriger eux-mêmes. Et j'ai un système d'évaluation particulier aussi, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler, voilà, qui s'appelle le système de maîtrise, c'est un petit peu comme des ceintures, et lorsqu'un élève n'a pas bien réussi une ceinture, eh bien c'est affiché au fond de la classe sur un tableau aimanté, et j'appelle ça les fiches urgentes, et la première des activités de repli, c'est de dire aux enfants, vous reprenez vos fiches urgentes, qui sont des évaluations, pour lesquelles vous n'avez pas bien réussi, vous essayez de les corriger tout seul dans un premier temps. Ces fiches urgentes, ils peuvent aussi les corriger soit avec moi, soit avec d'autres élèves. C'est aussi une base de travail de coopération. Ils peuvent également corriger, donc dans l'ordre, ils font les choses que je demande, ils s'occupent de ces fiches urgentes, qui sont des évaluations qu'ils ont ratées et qu'ils doivent essayer de corriger pour pouvoir les reprendre et les repasser. Ensuite, ils peuvent corriger leur cahier. Alors les cahiers, j'en ai que deux. J'ai un cahier d'évaluation, un cahier d'entraînement. Je mets très peu de choses sur les cahiers. Bien souvent, on a tendance à faire un cahier du jour où tout ce qu'on fait, tous les entraînements sont sur les cahiers. Je trouve que c'est très long au niveau de la correction. C'est très difficile d'avoir une exigence au niveau de la présentation. Donc moi, j'ai un cahier d'évaluation sur lequel je mets tout ce qui est évaluation. Et puis un cahier d'entraînement
pour lequel j'ai encore diminué ce que je mettais dedans, c'est-à-dire que dans ce cahier d'entraînement, nous on utilise beaucoup le cahier de brouillon, des feuilles volantes et l'ardoise quand on s'entraîne. Mais par contre, à la fin de la semaine ou au milieu de la semaine, on va travailler par exemple, je sais pas, sur classer des grands nombres, donc on s'entraîne sur l'ardoise, sur le brouillon, et à la fin de la semaine, je mets un petit exemple que j'écris au tableau, que les enfants doivent recopier, donc c'est pas vraiment un cahier d'entraînement, mais c'est un cahier pour montrer aux parents ce qu'on est en train de travailler pour le moment. Voilà, sur ce cahier d'entraînement, les enfants peuvent aussi faire du travail en plus, ou moi je peux leur en donner en plus, c'est un petit peu à la carte. Mais ces cahiers-là, c'est les enfants qui se corrigent eux-mêmes. Je tiens un grand tableau avec tous les prénoms, avec ces deux cahiers, donc cahier d'évaluation, cahier d'entraînement, et je mets le nombre de pages qu'il reste à corriger. Quand une page est corrigée complètement, je mets une croix dans le coin en haut, et quand il y a une croix des deux côtés, je découpe la page, et les pages où il n'y a pas de croix et où c'est pas découpé, ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont des petites choses à reprendre. Donc ça, c'est une activité de repli qui est ritualisée dans la classe. Une fois que les enfants ont fait ceci, il y a aussi, j'ai aussi des casiers en plastique où je mets différentes fiches que les enfants peuvent reprendre. La quatrième étape est qu'ils ont une pochette plastique avec des rabats. Et dans cette pochette, je peux leur mettre des petites activités, alors plus ludiques, je vais dire, voilà, des mots croisés, des mots fléchés, des petites énigmes mathématiques, des sudoku, des choses comme ça. Et donc ça vient en cinquième comme activité de repli. Mais les enfants savent que si je leur demande rien, s'ils n'ont pas de fiches urgentes, s'ils n'ont pas de fiches dans leur casier, s'ils ont tout corrigé au niveau des cahiers, eh bien la cinquième étape, c'est qu'ils peuvent faire des fiches qui sont dans la pochette. La sixième étape, elle est de tout ce qui est livre. J'ai énormément de systèmes de prêt de livres dans la classe. Pour moi, c'est très important que les enfants puissent avoir plein de livres et que ce soit une sorte de bibliothèque vivante, la classe. 3 systèmes de prêt. Premier système de prêt de livres, c'est moi qui note les élèves à qui je prête des livres, mais je fais des lectures offertes quasiment tous les jours. Et une fois par semaine, je prête toute une ribambelle de livres sur des thématiques que l'on a vues dans la classe, sur des lectures offertes que j'ai commencées et que je n'ai pas forcément terminées, et je les prête pendant une semaine. Donc premier système de prêt de livres. Deuxième système de prêt de livres, pour chaque période, je prends des caisses et je mets un type de livre. J'avais commencé ma première période avec des petites lectures, j'ai des CE2, des j'aime lire. J'étais dans des albums, je vais faire à un moment de la lecture documentaire, magazine. Je vais aussi avoir une caisse de bande dessinée. Et donc à chaque période, les enfants ont un type de livre qu'ils peuvent lire et qu'ils gardent dans leur casier. Troisième système de prêt de livres, c'est du prêt de livres entre enfants. Je demande l'autorisation aux parents, est-ce qu'ils peuvent emprunter des livres des copains ou des copines, est-ce qu'ils peuvent en prêter? Et on a un temps dans la semaine aussi, qui dure 15 minutes, où les enfants peuvent se prêter des livres entre eux. J'aime beaucoup ce système-là parce que je me suis rendu compte de toute la dimension sociale de la lecture. Mais comme pour nous, quand on lit des livres, bien souvent on va lire le livre qu'un copain ou une copine nous ont conseillé, et ça va nous donner envie de le lire. Et je me suis rendu compte que, alors petite anecdote, il y avait une élève de ma classe, une année, sa maman voulait pas qu'elle emprunte des livres des autres copains, parce qu'elle en avait plein à la maison qu'elle lisait pas. Donc moi j'avais discuté avec cette maman, je lui ai dit, mais vous savez, peut-être que si c'est le livre de la copine, elle lira peut-être un peu mieux. Eh bien ça a marché de façon spectaculaire, puisque la maman a modifié, a accepté que sa fille emprunte des livres, et alors qu'elle n'arrivait jamais à la faire lire, une semaine après, elle vient me voir et elle me dit, ma fille maintenant, c'est moi qui dois me fâcher pour qu'elle éteigne la lumière le soir, parce qu'elle veut lire les livres des copines. Elle en parlait en récréation, et voilà. Donc ça c'est une activité de repli, tout ce qui est lecture. Ça me paraît très important que les enfants sachent que s'ils n'ont rien à faire, ils peuvent très bien se plonger dans la lecture. Entre parenthèses, c'est pas qu'une activité de repli. Tous les jours, j'ai 10 minutes de lecture libre dans la classe où les enfants prennent ce qu'ils veulent. Et moi, j'observe un petit peu ce qu'ils font dans ces moments-là. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas 10 minutes où ils peuvent se poser pour lire des livres, découvrir des livres, feuilleter des livres, tout simplement. Donc voilà, autre activité de repli. Maintenant, je vais faire une distinction dans tout ça, parce que ça c'est un cadre général, je vais faire la distinction entre les situations d'évaluation
où les enfants, justement, dans ces situations-là, vont plutôt faire les activités de repli avec ce cheminement-là que je donne. Et puis ensuite, les situations d'entraînement. Quand on est en train de s'entraîner sur n'importe quelle notion et qu'on demande aux enfants de faire une fiche d'exercice par exemple, eh bien il y en a qui vont très vite et il y en a qui mettent beaucoup plus de temps. Et là c'est difficile à gérer. Première idée, c'est que si je travaille par exemple en entraînement sur classer des nombres, l'activité de repli va être en rapport avec ce qu'on est en train de travailler. C'est-à-dire que globalement, quand on fait un entraînement en expression écrite, s'il y a des enfants qui ont terminé leur expression écrite avant les autres, ils vont continuer à faire de l'expression écrite. Si on fait de la lecture, ils vont continuer de faire de la lecture. S'ils font la résolution de problèmes, ils vont continuer de faire la résolution de problèmes. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pendant ce temps-là? Alors, tout d'abord, dans ces grands domaines comme la lecture, l'expression écrite, la résolution de problèmes, la numération également, j'ai des fichiers, alors que je fais en début d'année, que je donne, qui sont des sortes de fichiers de délestage sur les notions que l'on travaille. Et un enfant qui a terminé, je vais lui dire, écoute, tu as terminé ton expression écrite, ce qu'on devait faire là pour l'instant, eh bien je te propose d'avancer le rallye écriture dans ton fichier personnel. Mais voilà, une première idée, c'est que l'activité de repli, en fonction de ce qu'on est en train de travailler, elle doit avoir un lien. C'est-à-dire, alors, de temps en temps, on peut, pour des enfants qui ont souvent terminé en même temps que les autres, leur dire, bon, bah écoute, t'as bien travaillé, là, va faire un coloriage ou autre chose. Mais sinon, j'essaye de faire en sorte que si on a 45 minutes sur de l'expression écrite, par exemple, eh bien, s'il y a des enfants qui ont fini au bout de 20 minutes, ils ont encore 25 minutes où on travaille la question de l'expression écrite. Ça, c'est une première idée qui me paraît importante. Autre chose, c'est que, alors, ce qui me semble important, c'est que dans une activité d'entraînement, qu'est-ce qui fait qu'on va être submergé et qu'on va devoir proposer des situations de repli? À mon avis, il est très important de timer précisément les phases des situations d'entraînement qu'on propose. Bien souvent, ce que je vois, c'est qu'on a beaucoup de mal à laisser tomber. On donne des exercices à faire aux élèves. Il y a 3 exercices par exemple, et on a prévu de faire ça en 15 minutes. Il y a des enfants qui ont fini en 5 minutes, et puis il y a des enfants, ils pourraient y passer 1 heure, ils n'auraient pas avancé. Donc, je me dis qu'il faut savoir faire le deuil pour qu'il y ait moins d'activités de repli et de temps de repli qui soient longs et pénibles pour ceux qui ont fini avant les autres. C'est-à-dire qu'on peut dire on travaille pendant 15 minutes en entraînement et s'il y a 3 exercices, il y a des élèves qui en font 3, ok, mais il y a des élèves qui vont en faire 1. Bon, il vaut mieux en faire 1 correctement et bien réfléchir que d'en faire 3 pour se débarrasser. Et donc, une première idée, pour qu'il y ait moins de temps d'activité de repli, c'est d'être ric-rac sur le temps que l'on consacre à un temps d'entraînement en individuel. Ce qui fait qu'on aura moins de temps de repli après, il y aura moins de différence. Si on dit c'est 10 minutes, ben t'as pas fini, c'est pas grave. Si on est en train de faire un exercice, je sais pas, de grammaire où il y a 10 choses, il y a un enfant qui en a fait 3, et bien au bout de 10 minutes, on arrête, même s'il en a fait que 3. Il vaut mieux en faire 3 correctement que d'en faire 10 et que ce soit n'importe quoi. Donc ça, c'est une première idée qui me paraît importante, c'est-à-dire de bien timer les choses et de ne pas avoir le fantasme que tous les élèves fassent tous la même chose et qu'on n'arrête pas tant que tout le monde n'a pas terminé. Voilà, le but, c'est pas de finir tous les exercices que le prof propose, le but, c'est que les élèves, ils apprennent, et d'où aussi l'importance, à mon avis, lorsqu'on propose des exercices aux enfants, de ne pas multiplier les consignes des exercices. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, dans l'idée en tout cas, le cahier Cléo, qui propose pour une notion travaillée, toujours le même type d'exercice, mais qui revient avec la même consigne, qui revient plein de fois, sous forme de petits rituels. Donc bien souvent, quand on prend un manuel plus classique, on va avoir une notion et on va avoir plein d'exercices avec plein de consignes différentes, c'est-à-dire une notion travaillée dans des contextes différents. Et donc si on est là-dedans, on a beaucoup plus de mal à lâcher et à se dire je veux que les élèves fassent tous ces 3 exercices, parce que les 3, c'est 3 consignes différentes. Alors que si on inverse, si on travaille en contextualisation et qu'on se dit je vais faire 3 exercices qui se ressemblent avec la même consigne, où il y aura peut-être une progressivité et où ceux qui vont vite, ils vont en faire 3 et ceux qui vont moins vite vont en faire 1,
Du coup, on a beaucoup moins d'activités de repli parce qu'on est moins obnubilé par le fait que les enfants fassent tous les exercices. Pareil au niveau des problèmes, par exemple, la résolution de problèmes. Moi, je vois bien souvent, et j'ai fait ça aussi en début de carrière, hein, je donnais 3 énoncés de problèmes différents. Là, maintenant, je donne le même énoncé, je fais simplement varier les données numériques ou le contexte, mais c'est la même situation. C'est-à-dire que je peux donner exercice 1, exercice 2, exercice 3 qui est dans le même contexte, mais je ne suis pas obnubilé par le fait que les enfants fassent les trois, puisque c'est une progression dans l'activité. Donc ça veut dire que quand on prépare, on pense à cette progression et on a moins de temps de repli si on n'a pas des exercices qui sont complètement différents dans des contextes différents. Ça, c'est une première idée. L'autre idée, c'est que quand on travaille sur une notion, un repli des élèves, ça peut être de donner un coup de main aux autres. Alors, donner un coup de main aux autres, ça, je pense qu'il faut prendre du temps. On aura peut-être l'occasion, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo sur la question du travail en groupe. Bon, mais pour moi, si par exemple il y a des élèves qui travaillent, bon, on parlait sur classer les grands nombres. Je vais donner un exercice, 2 exercices peut-être. Si je vois qu'il y a des enfants qui ont compris et qu'au bout de 2 minutes c'est fait, ces enfants-là, je peux leur en refaire faire. Pourquoi pas? Une première idée. Deuxième chose, c'est que je peux les utiliser pour qu'ils viennent donner un coup de main pour aider les autres et créer un groupe classe coopératif où il y a de l'entraide. Alors cette entraide, pas n'importe comment, il faut travailler sur comment on fait pour aider. Moi d'ailleurs, je ne parle pas d'aider et d'aideur, je parle de parleur et d'écouteur questionneur. C'est-à-dire que l'enfant qui va se faire aider, entre guillemets, ça va être le parleur. Il va expliciter comment il s'y prend et il va poser des questions. Et celui qui écoute, lui écoute et peut répondre aux questions que l'enfant se pose ou lui en poser quelques-unes. Et donc je parle plus de celui qui se fait aider, ça va être le parleur, celui qui va devoir dire comment ça se passe dans sa tête et comment il réfléchit. Et l'écouteur questionneur, lui, ne doit pas forcément lui donner des réponses, ou alors s'il lui explique quelque chose, il va demander au parleur de lui réexpliquer avec ses propres mots les choses. Et donc une première activité de repli, il me semble qu'il peut être intéressante, c'est de dire à un élève qui a fini et qui a compris, de prêter main forte à d'autres élèves. Alors, à quels autres élèves? On sait aussi que dans la classe, il y a des enfants qui ont besoin peut-être d'une tutelle adulte et de l'enseignant, mais il y a des enfants qui, avec une tutelle de père, peuvent y arriver aussi. Donc à nous d'utiliser on peut utiliser cette façon de fonctionner. Donc, deuxième idée d'activité de repli, on donne un coup de main pour les autres, avec des consignes complètement différentes. Hein. Je pourrais détailler, mais par exemple, quand j'ai un seul élève, j'ai tout le groupe classe qui travaille et que moi je circule, on va dire par exemple sur classer des nombres, eh bien moi je circule et dans un premier temps, dans ma tutelle, je ne dis rien. Je mets simplement le doigt là où il y a une difficulté. Alors ça, Brunner dirait que c'est réduction du champ des possibles, c'est-à-dire que je ne vais pas dire tu t'es trompé et commencer à discuter, je pointe simplement du doigt sur l'ardoise ou sur la feuille là où il y a une erreur, et l'enfant sait que c'est ici. Et donc va peut-être réfléchir, et je vais voir si dans un premier temps il va réussir à dépasser ses difficultés et à reprendre son travail. Donc voilà, je peux demander aux élèves qui ont terminé, tu circules avec moi, et quand tu vois une erreur, tu pointes. Autre chose en activité de repli, c'est quand on travaille sur une notion, donc par exemple je disais là, classer les grands nombres, et bien lorsqu'il y a des enfants qui ont compris, qui ont terminé, voilà ce que je leur demande. Je leur demande de faire de la production écrite, je leur demande de produire des énoncés. C'est-à-dire qu'on a vu des exercices où on classait des nombres, et bien je dis, ben vous avez terminé, maintenant plutôt que je vous en donne une ribambelle que vous allez faire et que vous allez faire juste, je vous demande de créer vous-même des énoncés d'exercices. Je trouve que c'est très intéressant ça, donc je leur donne une feuille sur laquelle ils créent leurs exercices, leur énoncé, ils font le corriger, et moi ça me fait une petite banque d'exercices. Et ensuite, les enfants, quand on va retravailler sur la notion, par exemple, il y en a qui comprennent tout de suite, donc ils n'ont pas besoin de 3 séances là-dessus, en une séance ça va être compris, et bien la fois d'après, eh bien les enfants vont pouvoir échanger leurs feuilles et leurs énoncés, et puis se les donner les uns aux autres, et puis ça sera autocorrectif aussi.
C'est très intéressant de voir ça parce que lorsqu'un enfant arrive à créer un exercice de lui-même, il est passé à une étape supérieure aussi dans la compétence. Donc une autre activité de repli, c'est de demander à l'enfant de créer un exercice du même style. Sur la résolution de problèmes, par exemple, je demande aux enfants de reprendre le même énoncé, mais de changer les nombres, par exemple, et de trouver la réponse. Et ils le donnent à quelqu'un d'autre. Ou alors de changer les données. Voilà, on peut imaginer le même type de problème. Je ne sais pas, par exemple, euh, j'ai 24 œufs, je les mets dans des boîtes de 6. Ça, c'est un énoncé. Et je peux demander aux enfants de trouver un énoncé similaire où on utilisera la même opération, mais dans un autre contexte. Par exemple, c'est une classe de 24 élèves, je fais des groupes de 6, combien j'en ai? Donc voilà, je trouve que c'est une idée intéressante en activité de repli de continuer à travailler sur la notion qui est en train de travailler, sur la thématique qui est en train de travailler, mais aller un petit peu plus loin avec ceux qui avancent. Autre possibilité d'activité de repli, donc j'en ai dit plusieurs, hein, donc avoir des fichiers un petit peu en autonomie de délestage dans des notions, je les utilise parfois, s'entraider, créer des énoncés et inventer des énoncés, mais parfois tout simplement, ben voilà, j'ai des livres, des manuels de mathématiques qui sont au fond, et je dis bon ben t'as fini, je prends le manuel, trouve-toi un petit exercice et fais-le. Voilà, ça peut être une sorte d'activité de repli également. Mais donc chose importante pour moi, ça va vraiment être l'idée qu'en situation d'entraînement, on propose des activités de repli qui sont en lien avec la thématique que l'on est en train de travailler. Voilà. Contrairement aux situations d'évaluation où ça va être plus varié, contrairement aussi, alors les temps d'accueil par exemple, je ne sais pas comment vous les faites, moi sur le temps d'accueil c'est un petit peu à la carte, et donc les enfants peuvent à ce moment-là prendre leur pochette, voilà. Ils peuvent aussi prendre des livres un petit peu de temps en temps, voilà. Ça m'arrive aussi si un enfant qui a fini bien longtemps avec les autres et qui a compris de lui proposer d'autres choses. Je peux proposer aussi dans ma classe, voilà, j'ai des ordinateurs à côté, on est sur classe numérique, je peux leur proposer de faire quelques exercices en lien avec la thématique sur classe numérique. Donc j'ai créé des fichiers, par exemple fichier lecture, et quand on a un enfant à terminer, ben, je lui dis va dans la salle à côté, et puis mets-toi sur classe numérique et travaille un petit peu la lecture à travers classe numérique. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre du temps pour bien réfléchir à comment on peut trouver chacun un système d'activité de repli dans sa classe pour que les élèves poursuivent et continuent de travailler. Mais ça fait poser plein de questions, la question donc de la coopération, de l'entraide, la question des notions. Il y avait la question de, quand on met plein d'exercices, de contextualisation, décontextualisation aussi. Euh, voilà. Et autre chose, il y a toujours la question de l'évaluation qui est derrière. C'est-à-dire qu'on va proposer une activité de repli à un enfant qu'on connaît bien et qu'on sait qu'il a compris, donc c'est pas la peine de lui en faire faire des tonnes. Bon, un enfant qui a compris l'addition posée, ça sert à rien de lui redonner tous les jours des additions posées alors qu'il a compris. Donc il faut trouver autre chose pour lui. Alors il peut les faire, hein, il sera content d'avoir tout juste, mais c'est pas très intéressant à mon avis. Donc je préfère à ce moment-là l'utiliser pour qu'il donne un coup de main aux autres, ou alors qu'il crée des exercices, ou alors qu'il aille sur classe numérique, ou voilà, qu'il me donne un coup de main pour circuler dans la classe. Voilà un petit topo au niveau des activités de repli. Bah écoutez, j'espère que ça vous donnera quelques pistes à discuter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.